Bonjour ou rebonjour à ceux qui étaient là pour la précédente table ronde. On va commencer donc cette autre table ronde extrêmement importante par dire pour ceux qui ne sont pas forcément militants de la REV que effectivement la REV défend une réduction drastique du temps de travail pour redonner du temps libre aux citoyens en quelque sorte pour diminuer aussi la pression productiviste de cette société qui, on le sait, détruit le vivant. Pour en débattre, donc on a un privilège total d'avoir trois intervenants, chacune, dans son domaine assez brillant, je dois le dire. Je vais les présenter. Samia Karaki, tout au bout, qui est neuroscientifique franco-libanaise, fondatrice du Social Brain Institute et autrice prolifique. Le talent est une fiction, l'un de ses livres, L'empathie est politique ou encore Contre les figures d'autorité. Avec vous, j'imagine, on aura un éclairage anthropologique, biologique sur ce que le cerveau humain peut-être peut supporter au travail aujourd'hui et ce qu'il faudrait apporter en termes de liberté pour libérer aussi les énergies, d'autres énergies que celles du travail. Nicolas Framont, sociologue du travail, fondateur et rédacteur en chef de Frustration Magazine, auteur de Parasite. Alors vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail, c'est aussi l'un de tes livres les plus connus, ou plus récemment Saint-Luidi. Avec toi, on analysera, à mon avis, les structures actuelles de l'emploi, le mal-travail, et puis le management autoritaire, la réappropriation possible du temps libre qui, à mon avis, te parle énormément avec ton regard de chercheur. Gilles Raveau, économiste, maître de conférences à l'Université Paris 8, auteur de nombreux ouvrages aussi d'économie critique, impertinente, l'économie, on n'a pas tout essayé, ses travaux sur l'inflation aussi, le petit manuel d'économie impertinente. Gilles Raveau interroge la faisabilité économique et écologique d'une telle réduction du temps de travail, celle donc qu'on vous propose d'analyser aujourd'hui, celle de la semaine à 20 heures. La semaine à 20 heures, c'est la proposition de la REF. Est-ce que c'est une utopie, la question qu'on se pose? Et j'aimerais commencer par toi, Gilles. Gilles, historiquement, est-ce que chaque réduction du temps de travail n'a pas finalement représenté une forme de lutte forte, de lutte sociale immense, parce que présentée par certains comme une catastrophe économique? Or, finalement, la productivité horaire n'a pas cessé d'augmenter, d'exploser même au fil des années. Aujourd'hui, face à l'urgence climatique notamment et à la surproduction, est-ce qu'on peut encore sérieusement défendre le maintien du temps de travail tel qu'il est, c'est-à-dire 35 heures, en fait 35 heures, mais en réalité 39 heures? Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour cette question. J'espère que vous avez mangé léger à midi parce que là, on part déjà sur des questions difficiles. Ce qu'on peut rappeler, c'est que historiquement, la réduction du temps de travail est là, donc je pense que Nicolas connaît ça bien mieux que moi, est la revendication du mouvement ouvrier. Au XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle, c'est là qu'on voit arriver progressivement les affiches magnifiques sur les 3-8, 8 heures de travail, 6 voire 7 jours par semaine, 8 heures de repos et 8 heures de temps libre. Donc avant, à un moment où les salaires évidemment sont extrêmement bas, ce que les ouvrières et les ouvriers demandent à ce moment-là, c'est la liberté. Et effectivement, aujourd'hui, dans notre société, moi j'en fais partie, plus vous êtes haut dans la stratification sociale, plus vous avez de temps libre, plus vous maîtrisez votre temps. Il y a tout un discours sur les patrons, j'ai pas le temps, etc. Et en fait, c'est ces gens-là qui se déchargent, notamment des tâches matérielles, qui sous-traitent l'éducation de leurs enfants à d'autres femmes, qui sous-traitent
le ménage de leur maison à d'autres femmes, souvent d'origine étrangère, etc. Donc, la maîtrise du temps, la qualité de son temps, c'est vraiment un privilège social que moi j'ai recherché très jeune, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai adoré mes instituteurs et mes institutrices quand j'étais à l'école primaire, j'ai très jeune eu envie de vouloir être enseignant et c'est vrai que ça conciliait tout, puisque j'adore avoir des gens qui se taisent pendant que moi je parle, hyper agréable. Donc j'adore enseigner et c'est un métier où j'ai énormément de temps libre et où en plus il se trouve que les hasards de la vie font qu'en plus là où j'enseigne absolument ce que je veux. Je n'ai aucun programme, donc je peux raconter n'importe quoi à mes étudiantes et à mes étudiants, tout en ayant en plus une garantie de l'emploi total, puisque quand on est enseignant à l'université, je suis propriétaire de mon emploi et contrairement par exemple à mes collègues du secondaire, je ne peux même pas être muté. Donc en fait, je concilie énormément d'avantages que plein de gens recherchent dans leur travail et n'ont pas. Et pour répondre à ta question, effectivement, c'est là le principal obstacle aujourd'hui, c'est que les périodes de réduction du temps de travail ont toujours été la suite de luttes syndicales, d'abord, et politiques victorieuses. Et effectivement, la dernière réduction importante du temps de travail en France, les gens qui ont des tempes grisonnantes ou qui n'ont plus rien sur le crâne ici s'en souviennent, c'était le gouvernement de Lionel Jospin, parce que, à ce moment-là, ce qui s'appelait la gauche plurielle, on pourrait appeler aujourd'hui l'union de la gauche, a tout simplement gagné les élections législatives. Je fais partie d'une génération où ça m'est arrivé de gagner aux élections. Vous voyez, je ne suis pas sûr que ça m'arrive à nouveau, mais ça nous est arrivé. Et là, tout simplement, et effectivement, on se rappelle très bien, et Marx d'ailleurs le raconte quand on lit Marx, à chaque époque, tu l'as très bien dit, la réduction du temps de travail, c'est ce qui rend le plus dingue les forces conservatrices dans la société. Au moment des 35 heures, il y a eu un combat d'une violence incroyable, alors que, et là je prends ma casquette d'économiste, disons, scientifique ou si vous voulez dire de droite, les 35 heures justement, il y a eu un problème de communication, mais sous l'influence de Dominique Strauss-Kahn à l'époque, les 35 heures ont justement été conçues de façon très intelligente, et même trop intelligente du point de vue humain et social, puisque, en fait, le temps de travail a été annualisé. Donc, même quand tu dis 35 heures, en fait, c'est faux, parce qu'il y avait l'idée, c'était explicite pour Dominique Strauss-Kahn, qui est évidemment l'aile favorable au marché du Parti socialiste, de rendre le marché du travail plus flexible. Et les grands perdants, justement, des, entre guillemets, 35 heures, ça a été les ouvriers dont le travail était annualisé, et des gens, littéralement, qu'on peut appeler au téléphone le samedi en disant « tu viens travailler demain » et ce n'est pas compté en plus. Donc en fait, cette idée que toutes les entreprises devaient passer à 35 heures par semaine a toujours été fausse. Ça n'a jamais été dans la loi, dans les fameuses lois Aubry. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, au moment où tu passes de 39 heures à, entre guillemets, 35 heures, ça augmente le coût du travail pour les entreprises, mais il y avait des aides publiques. Donc en fait, toute la rhétorique qui a été massive dans l'ensemble des forces conservatrices, reprise paresseusement par beaucoup trop de journalistes, cette idée que c'était 35 heures par semaine, c'est faux. Cette idée que ça coûtait très cher aux entreprises, c'est faux. Et à ce moment-là, et n'importe qui, vous pouvez regarder la courbe de l'emploi depuis 1945 en France. Vous allez sur le site de l'INSEE, je sais que c'est un de vos sites favoris, souvent, c'est là-dessus que vous commencez votre journée. Vous allez sur le site de l'INSEE, vous prenez la courbe de l'emploi en France depuis 1945. La seule bosse, donc depuis 60 ans, c'est au moment de la mise en œuvre des 35 heures, où il y a à peu près entre 300 000 et 400 000 emplois qui sont créés. Donc, ça a marché. Sama Karaki, évidemment, quand on parle de réduction du temps de travail, il y a toujours ce réflexe de comparaison. Est-ce qu'on travaille plus que les Allemands? Est-ce qu'on travaille plus ou moins que les pays nordiques? Que nous disent les neurosciences sur la réalité de ce que, disons, sur ce que le temps de travail optimal, ce qu'est le temps de travail optimal pour le cerveau, par exemple? Et puis aussi, est-ce qu'il existe des seuils au-delà desquels la productivité et la santé mentale finalement s'effondrent? Et est-ce qu'on est à ces seuils?
Donc, je vais d'abord commencer par une parole scientifique, donc de droite, qui va ressembler un peu à un discours de développement personnel, parce que quand on parle de neurosciences, on s'approche très vite et on tombe dans le piège de la biologisation de la question. Et j'espère pouvoir l'ouvrir à quelque chose de plus politique. Le travail, ça ne veut rien dire en quelque sorte. C'est-à-dire il n'y a pas un temps optimal parce qu'il s'agit de quel travail. Et il s'agit de ce corps qui est en train de travailler. Qu'est-ce qu'il porte déjà comme charge et comme un terme magique qu'on appelle disponibilité. Alors la disponibilité mentale, c'est ce qui est le plus précieux. C'est-à-dire si je dois résumer une vie bien vécue, ce serait celle où vous êtes disponible à l'autre, aux autres, à vous. Là, par exemple, vous nous donnez votre attention, c'est très très précieux. En anglais, on dit pay attention parce que ça a beaucoup de valeur. Et pour que vous la donniez complètement, il faut que vous ne soyez pas perturbé ou préoccupé par autre chose, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la disponibilité. C'est ça qui fait qu'on écoute. Alors, quand je dis écoute, on est toujours en train de parler de travail parce que c'est aussi une performance cognitive. Donc, je vais plutôt faire une différence, plutôt que travail et non-travail, je vais faire une différence entre temps productif et temps improductif. Alors, le temps improductif, c'est une condition de la pensée. Ce n'est pas un luxe ou un privilège, c'est une condition de la pensée dans laquelle il se passe des processus qui n'engagent pas votre cerveau exécutif. Parce que nous avons un cerveau exécutif, nous avons des circuits exécutifs qui s'occupent de maintenir l'attention, qui s'occupent d'inhiber les mouvements du corps, par exemple, pour rester comme ça, assis, qui va, par exemple, faire le raisonnement abstrait, qui va faire la résolution de problèmes, qui va faire en fait un peu tout ce que l'école évalue. Vous voyez, c'est ce qu'on a confondu d'ailleurs avec l'intelligence humaine. Tout ça, c'est très coûteux énergétiquement. Donc, et il peut être capturé par quelqu'un. Et c'est là où ça deviendra politique, parce que c'est un régime de valeurs et c'est une condition de distribution de ce pouvoir exécutif. Ça veut dire que là où notre pouvoir cognitif est capturé, c'est en fait ce qui définit ce que nous sommes. Parce que là où vous portez votre attention, hier j'étais dans un festival de cinéma, c'est un peu là où le cadre est posé, là où le cadre est choisi, il exclut tout le reste. Et on a un réseau qui est un peu en compétition avec le réseau exécutif, qu'on appelle le réseau par défaut. C'est un réseau, de toute façon vous allez tomber dedans sans votre consentement, parce que votre cerveau va surchauffer toutes les 10-12 minutes, à moins qu'on soit plus motivant, et vous allez rêvasser. Vous allez peut-être penser à quelque chose qui a un lien avec ce que je suis en train de dire. Et si à ce moment-là, je dis, mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez dire, j'étais pas là, c'est bizarre, vous voyez, un peu. Et là, en fait, c'est un peu le spa du cerveau, vous voyez. Et alors, on peut se l'imposer, on peut se dire, je veux aller rêvasser, je veux rien faire, je veux méditer, je veux contempler, je veux jouer avec un enfant. De toute façon, vous allez aller dedans. Et ce réseau, par défaut, il a une qualité, donc c'est pour ça que je dis c'est une condition de la pensée, parce que c'est là où vous allez organiser votre mémoire, où vous allez pouvoir aussi faire de la simulation. En fait, il se passe plein de processus qui paraissent comme étant improductifs, parce qu'ils n'ont pas de résultante immédiate. Là, c'est très proche aussi du système scolaire, parce qu'on peut parler aussi de ce que le système scolaire évalue. En fait, il passe à côté de toutes ces autres fonctions du cerveau. Et donc, c'est un régime de valeurs qui, avec le système de capitalisme industriel, a été monétisé. Voilà, donc monétisé, rendu échangeable, rendu abstrait et mesurable. Donc, revendiquer la disponibilité mentale, c'est en quelque sorte revendiquer un temps improductif. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que la solution, ce serait de travailler moins. J'espère qu'on pourra revenir là-dessus.
parce que si, comme vous l'avez tout à l'heure introduit, si on a réussi avec des luttes à travailler moins, une question devrait rester centrale, surtout dans l'endroit où on est aujourd'hui, c'est qui travaille à notre place et qui a eu historiquement le droit de revendiquer un temps libre. Et quand j'imagine que la question de 20 heures par semaine peut être une émancipation française, au profit, c'est-à-dire on est libre. Qui est libre et contre qui on est libre. Donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on sorte un peu de ce discours de développement personnel qui dit que je suis disponible, donc je suis présent au monde et que le droit s'arrête là, parce qu'on en profite déjà beaucoup plus que beaucoup d'autres ailleurs dans le monde. Et donc en fait la question c'est que si on fait ça, est-ce qu'on réfléchit à tous les pièges? Donc dans ce cas-là, c'est pas qu'on récupère de temps de travail, mais on déplace le problème et on laisse les autres avoir un travail encore plus précaire et encore plus invisible. Nicolas Framand, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, disons, on entend ce discours éculé dans les médias, en politique aussi, du travailler plus. Il faut toujours plus travailler. Et pourtant, le mal-travail, j'ai envie de dire, le burn-out, le présentéisme aussi, hein, et la souffrance managériale finalement, sont en pleine explosion, on peut le dire. Est-ce que le véritable problème, ce n'est pas que l'on travaille trop, mais en fait qu'on travaille mal, dans le sens du mal-être qu'on éprouve au travail? Eh bien, oui, mais je vais développer, je vous rassure. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité, pour commencer. Je suis très content d'être là et de pouvoir discuter de ce sujet. Quand j'ai répondu à cette invitation, j'ai tout de suite dit que moi, j'allais avoir un discours... Enfin, j'allais tenter que j'ai une certaine défiance autour du discours de réduction du temps de travail. Non pas que je sois contre. D'abord, je vais expliquer pourquoi je suis pour. Déjà, effectivement, c'est un des combats majeurs de la lutte des classes en France et ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, la confrontation entre le capital et le travail, c'est toujours faite et se fait toujours autour de la question du temps de travail. Puisque, en fait, il y a deux façons d'exploiter quelqu'un, c'est soit de le payer moins, soit de le faire travailler plus. Donc ça fait partie des leviers. Et donc le mouvement ouvrier, le mouvement des travailleuses et des travailleurs, a essayé d'utiliser ce levier-là, tout comme il a utilisé le levier des revenus. Donc en fait, il faut toujours voir les choses à la racine, hein, c'est-à-dire comment l'exploitation elle se fait. Eh ben, elle se fait par le vol du temps de travail de quelqu'un au profit d'un autre, à savoir le propriétaire, les capitalistes. Donc en fait, le problème de la lutte des classes est un problème de temps à la base de la base. Et c'est très bien de parler de la question du temps de travail parce que vraiment on va à la racine du problème, alors que si par exemple on se contente de parler de fiscalité et de dire on va taxer les riches, ben, vous voyez, on est en aval, c'est-à-dire que le vol il a déjà eu lieu et du coup, nous citoyens, on va récupérer une partie de ce qu'on s'est fait voler. Et cette partie qu'on s'est fait voler, le pire, c'est qu'en plus, elle va peut-être aller financer l'armée plutôt que les hôpitaux. C'est tout le problème des impôts. Alors qu'au moins, quand vous récupérez votre temps de travail, il vous revient directement à vous. Mais voilà, je voulais vous dire ça. Donc évidemment que je suis, voilà, c'est vraiment un sujet fondamental. Là dans la voiture j'écoutais des podcasts d'histoire et j'ai réappris, mais je le savais qu'en 1848, la Seconde République, donc éphémère après la chute de Louis-Philippe, ce qu'elle a tenté d'instaurer, c'est la journée de 10 heures, rendez-vous compte, hein, à Paris où se concentrait en fait quasiment toute la classe ouvrière française, et que ça a engendré une levée de bouclier considérable de toute la bourgeoisie qui a été habituée depuis la Révolution française à avoir le pouvoir, et ça n'a pas fait long feu. Et ensuite, cette question de la réduction du temps de travail est revenue complètement, et là vous voyez que les candidats de la bourgeoisie, en fait une bonne façon de distinguer qui sont les candidats de la bourgeoisie, qui sont les candidats pas de la bourgeoisie, c'est qu'est-ce qu'ils disent sur l'allongement du temps de travail. Et c'est simple, hein, du RN au, à mon avis, PS, il faut voir ce qu'ils disent, bon ils changent tout le temps d'avis selon les circonstances. Ben, en fait, la pensée dominante c'est il faut travailler plus,
tout au long de la semaine, tout au long de la vie. Ça, c'est Édouard Philippe qui le dit et plus. Et je voudrais dire un truc, et c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle, c'est qu'à l'époque, quand je regardais au 19e siècle, quand les bourgeois voulaient allonger le temps de travail, au moins ils assumaient clairement. Ils disaient c'est hors de question que les ouvriers aient du temps libre. Maintenant, ils assument plus clairement et disent c'est la croissance et le contexte économique qui requiert que. Voilà. Donc on va évidemment les exposer. Je voudrais juste vous dire que pourquoi j'ai une certaine défiance sur ce sujet. Là, je reviens donc à ma position. Alors attention, il y a une petite coquille, je ne suis pas expert, d'ailleurs je ne suis pas expert, et je ne suis surtout pas expert RSE, donc les RSE, responsabilité sociale des entreprises, c'est un truc bidon inventé dans les années 2000 pour faire croire que Danone ne pensait qu'à notre éthique et Nestlé ne pensait qu'à nous faire boire la meilleure eau. On sait que c'est faux. Non, moi je suis expert en santé, sécurité, conditions de travail, comme sociologue du travail, pour les CSE. Les CSE, ce sont les comités socio-économiques, autrement dit les représentants du personnel, anciennement appelés pour la partie santé CHSCT ou comité d'entreprise sur la partie économique. Donc j'ai exercé ce métier pendant 5 ans et là je me suis un peu mis en disponibilité, on va dire. Enfin voilà, j'étais freelance donc je ne le fais plus, pour m'occuper de Frustration Magazine et de mes bouquins. Dans le cadre de ce métier, en fait, il s'agit d'enquêtes. Donc ça peut être des formations, c'est surtout des enquêtes sociologiques et en psychologie du travail à l'intérieur d'entreprises dans une série de cas prévus par le Code du travail. Ça peut être un plan de licenciement, une réorganisation ou bien des risques constatés pour la santé des salariés. Et ça, c'était les missions les plus intéressantes. Dans le cadre de ces missions, je fais des entretiens qualitatifs et des enquêtes quantitatives pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, et c'est pour ça que je veux en venir aux limites de ce sujet, c'est que la question du temps de travail n'était pas une question centrale. Je veux dire par là que j'ai vu des gens qui étaient à 35 heures et qui étaient en énorme souffrance, et j'ai vu des gens qui étaient au forfait jour, donc c'est le système pour les cadres ou ce qui est un peu sans limite, qui allaient très très bien. Donc en fait, la question du nombre d'heures que vous travaillez est une question parmi d'autres. Et moi, ce que je crains souvent quand on parle réduction du temps de travail, donc quand j'avais écrit mon livre qui était un peu le bilan de ces années-là, donc vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination de travail, il y a beaucoup de gens qui évacuent le sujet, y compris à gauche, qui disent de toute façon, le travail, c'est nul en soi, il n'y a qu'à le réduire le plus possible. Alors, je vais vous dire, j'ai vu des expériences, j'ai vu des gens qui étaient à la semaine de 4 jours avec des horaires plutôt légers. Et si vous voulez, qu'est-ce qui se passait les 3 jours qu'ils avaient de libre d'affilée ? Eh ben, leur entreprise était tellement dysfonctionnelle, c'était une entreprise publique, qu'en fait, ils allaient très mal. Et qu'au lieu d'avoir 2 jours pour stresser, ils en avaient 4. Donc ça, c'est le premier risque, quand on parle de la réduction du temps de travail, c'est le risque d'oublier ce qui se passe pendant ce temps de travail. Et on sait, et là, je ne vais pas vous sortir voilà, c'est pas moi le spécialiste de notre rapport au temps, mais c'est une expérience qu'on peut tous faire, que le temps s'écoule différemment selon les circonstances dans lesquelles on se trouve. Voilà. Donc là, par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans le spa de votre cerveau ou si vous êtes très activé, mais selon, le temps va s'écouler différemment. Moi, si je me mets à jouer à des jeux vidéo, 10 minutes s'écoulent dans ma tête. En fait, ça a duré... 10 minutes s'écoulent dans ma tête et ça a duré 2 heures. Expérience classique. Voilà. J'étais dans les bouchons tout à l'heure, ça a duré 10 heures. Au travail, c'est exactement pareil. On en fait tous expérience. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'intensité du temps de travail. C'est-à-dire qu'il y a le temps de travail et l'intensité du travail. C'est-à-dire combien de tâches on me demande de faire en un temps imparti et surtout dans quelles conditions. Si j'ai un petit chef qui n'arrête pas de me harceler, qui est tout le temps dans mon dos, etc., ça va durer bien plus longtemps et surtout notre temps il va être beaucoup plus dégradé. Si je le fais avec une grande autonomie, eh bien, ce rapport au temps il va être très différent. Donc je dirais que les risques, et je m'arrêterai là-dessus, les limites, quand on aborde ce sujet pour moi, elles sont de 4 ordres. Il y a cette question d'intensité du travail et des conditions de travail. Donc c'est qu'est-ce qu'on me demande de faire durant ce temps-là ? Et ça peut varier dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que j'ai vu des cas de souffrance dans les 2 cas. C'est-à-dire que vous avez la souffrance de la surcharge de travail et vous avez la souffrance de la sous-charge de travail. Et ça, c'est le cas des gens qui sont mis au placard, qui est un cas bien plus répandu qu'on le croit, parce que notre management français toxique, absolument déshumanisé des années 2020, ne voit aucun problème à ce que, plutôt que de régler le problème de quelqu'un qui, par exemple, aurait des difficultés face à des changements technologiques, plutôt que de faire en sorte de la former, de le former, on va le mettre au placard, souvent dans un bureau devant lequel plus personne ne passe. Et je vous assure que ces cas-là sont parmi les pires en termes de souffrance et d'exposition à des maladies psychiques que j'ai pu voir dans ma courte carrière d'expert. Et puis vous avez la surcharge de travail, c'est les gens qui sont sous l'eau, qui n'arrivent plus à penser à autre chose, qui rêvent de leur travail la nuit.
Souvent, le signe que vous rêvez de votre travail la nuit, c'est que vous vous réveillez vers 4 heures du matin. Bon, c'est un des signes parmi d'autres, que vous avez des troubles alimentaires. Enfin, les conséquences sur le reste de votre vie sont évidemment tellement fortes qu'en fait, vous avez beau avoir eu que 35 heures de travail, et on voit que ce n'est pas le cas le plus répandu, en fait, ça va contaminer tout le reste de votre vie. Donc il y a cette question-là. Il y a la question des illégalismes. Ça, c'est important pour moi. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont aux 35 heures ne font pas 35 heures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on les fait toujours mordre. Donc un quart d'heure par-ci, une demi-heure par-là, 3 heures par-là. Et c'est de pire en pire. Pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de contre-pouvoirs dans le monde du travail, que ce soit dans le public, le privé ou l'associatif. Ne parlons même pas de l'associatif, où de toute façon, pour la cause, on peut dépasser autant qu'on veut. On ne va quand même pas compter nos heures, on fait le bien. Donc vous voyez, les illégalismes font qu'à mon avis, le temps de travail réel en France est bien supérieur à ce qu'on nous dit. Et puis je finirai par 2 autres limites, et excusez-moi d'avoir été long. On en a parlé, la question de l'autonomie, c'est-à-dire qu'en fait, on peut travailler beaucoup, mais si on est libre de son temps et qu'on sait qu'on peut s'arrêter quand on veut pour régler un problème, si quelqu'un a besoin de nous, ce qui est exactement mon cas par exemple, je peux vous dire que moi je peux travailler bien plus longtemps, puisque précisément je sais que je décide quand est-ce que je m'arrête. Et 3e, 4e limite dont on a un petit peu parlé déjà, c'est la question... il y a le travail productif, donc celui qui est vraiment encadré par la loi, etc. Et il y a le travail reproductif. C'est toutes ces tâches qui sont dans nos vies, qui font aussi tourner le capitalisme, notamment le travail domestique. Et il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là et qui exerce ce temps-là. Donc là, je rejoins Sama là-dessus, c'est-à-dire est-ce que en réduisant le temps de travail, on va vraiment dégager du temps libre pour tout le monde, ou bien est-ce que le temps qui restera, à savoir le temps de travail notamment reproductif, va être dévolu à certaines plus que d'autres, et l'expérience que c'est le cas plutôt pour certaines plus que d'autres. En tout cas, c'est le cas actuellement, et que notamment les stats de répartition des tâches ménagères et des tâches domestiques montrent une très faible évolution ces 20 dernières années, même si nos réseaux sociaux sont envahis de papas parfaits avec des sacs kangourous et qu'on l'air hyper impliqués. Dans les faits sociologiques, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, donc il faut aussi parler de ce temps-là et pas uniquement des questions du temps de travail. Voilà, excusez-moi d'avoir été long. Et Sama, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Nicolas ? Oui, parce que je trouve que c'est sain qu'on sorte de cette assignation capitaliste et coloniale aux chiffres, 10 heures, 20 heures, 30 heures. D'ailleurs, un argument qui vient toujours des classes supérieures qui dit « mais moi j'ai envie de travailler plus ». La question, c'est justement, je dirais, quelles sont les conditions de travail. Et là, je peux aussi solliciter ma spécialité sur la question du burn-out. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi le burn-out déjà ? Je veux dire, c'est bien aussi de regarder physiologiquement ce qui nous arrive. Le burn-out, c'est quoi ? C'est-à-dire que quand on est sous un stress psychologique, le cerveau ne fait pas de différence entre un stress psychologique et un stress physique. Ça veut dire que si je suis face à un manque de contrôle, c'est perçu par le cerveau comme un prédateur, comme un vrai prédateur. Et qu'est-ce que je fais quand je suis face à un prédateur ? Je mets en veille tout ce qui ne me paraît pas prioritaire, parce qu'il faut survivre, n'est-ce pas ? Donc j'arrête la digestion, j'arrête le système immunitaire, j'arrête la libido, même si ce n'est pas le moment de draguer. Tout ça, ça devient complètement secondaire, et ce n'est pas le moment de réparer ces tissus. Vous voyez, des fois, quand vous êtes stressé, vous faites des blessures, vous ne vous rendez pas compte, parce que tout ça, c'est mis en veille, la perception de la douleur est mise en veille. C'est pour ça aussi que l'usure des corps se voit à partir d'un certain âge, parce que le stress est complètement silencieux, on n'a pas l'énergie, on a de quoi payer, un langage capitaliste pour dire ce système physiologique qu'est la perception de la douleur et la réparation des tissus. Et au bout d'un moment, un de ces systèmes va craquer, de manière d'ailleurs très subjective. C'est pour ça que c'est très dangereux de généraliser une description du burn-out. Il y aura peut-être le système digestif, vous allez avoir un ulcère. L'ulcère, c'est un peu ce qu'on utilise traditionnellement pour analyser le stress chronique, parce que c'est mesurable en micromètres, et où vous allez avoir par exemple une maladie cardiovasculaire, vous allez avoir un de systèmes immunitaires par exemple qui va craquer, et là c'est là où ça devient en fait un cas de burn-out déclaré. Donc vous voyez que le burn-out, ce n'est pas une question de quantité de travail, c'est une question de prédateur psychologique. Et c'est là où tu as commencé, Nicolas, à citer un des prédateurs psychologiques principaux, qui est l'autonomie. Mais ça ne concerne pas les espèces humaines, ça concerne des espèces animales non humaines. Quand on enlève le contrôle, il y a l'apparition d'une réponse au stress, comme s'ils s'étaient attaqués dans leur intégrité physique. Et ça ne veut pas dire qu'on veut être libre, parce que c'est notre forme de stress, c'est-à-dire que nous voulons avoir une liberté procédurale. Ce que tu disais, ça veut dire que je peux arrêter quand je veux
et je peux reprendre quand je veux, et aussi je peux choisir les conditions par lesquelles je veux arriver à mon objectif. Mais il y a un deuxième prédateur psychologique qui est l'incertitude. Ça veut dire quand je ne sais pas exactement qu'est mon rôle et je ne sais pas exactement à quoi sert ce que je suis en train de faire et je ne sais pas exactement si je vais rester dans ce job ou pas. Et aussi toutes les incertitudes qui peuvent venir de l'extérieur du monde du travail, qui peuvent m'accompagner. Alors l'incertitude active dans votre cerveau les mêmes zones que l'intoxication alimentaire. Parce que on n'a pas eu le temps dans l'évolution de séparer les deux. Donc c'est un mécanisme dans lequel vous dites ça ne va pas, il y a un truc qui ne va pas, et dans le doute, il y aura mort d'homme. Voilà, c'est comme ça que le cerveau opère. Et donc dans ce cas, vous n'êtes pas disponible au monde parce que vous voyez, vos anxiétés nocturnes, c'est l'incertitude, n'est-ce pas? Et le cerveau, il dit, on ne va pas dormir. Ça se trouve, on va venir nous manger dans notre sommeil. Mais le troisième et le plus documenté, en épidémiologie, quand on parle, mais qu'on dit psychologique, psychiatrique même, à l'échelle systémique, sociale, pas dans la psychiatrie individuelle, c'est le statut social. Ça veut dire si je me sens humilié, méprisé, dominé par l'autre. Voilà, ça, c'est le premier stresseur auquel on est le plus, je dirais, susceptible. Je pense que c'est Wilkinson, si je ne me trompe pas, le chercheur qui a travaillé sur le coût silencieux qui se révèle dans les maladies. Donc en fait, selon les classes sociales, nous avons des maladies à travers les maladies, on peut classer les gens dans les classes sociales. Et les maladies liées au stress, liées au statut social, vous allez les retrouver chez les plus précaires, ça va avancer, et ensuite chez les plus dominants. Pourquoi? Parce que les plus dominants, que ce soit chez nous ou chez les babouins, c'est les plus dominants, ils sont aussi stressés pour des raisons un peu bêtes, qui est celle de perdre les privilèges qu'ils ont accumulés. Moi, je trouve ça très juste, très bien placé. Mais voilà, donc vous voyez que là, on n'est plus en train de parler d'heures de travail. Vous pouvez travailler 10 heures par semaine, mais si vous êtes méprisé, écrasé, ignoré, humilié dans ce que vous donnez, tout ce temps dans lequel vous n'êtes pas productif est occupé et préoccupé par la question de ces 10 heures de travail. Vous voyez? Un peu comme un chagrin d'amour qui vous accompagne tout le temps, qui est en fait un travail qui peut paraître improductif, mais qui conduit à un burn-out qu'on ne qualifie pas, parce qu'on parle de burn-out que dans le monde du travail, alors qu'on peut vivre un burn-out d'un deuil ou d'une réaction, par exemple, à un génocide qui se produit à Gaza. Bon. Alors, j'ai bien compris que de ce côté-là de la table, la question pas loin de te faire virer, de la réduction drastique du temps de travail n'est pas l'angle d'attaque à privilégier, selon vous. Mais alors, Gilles Raveau, pourquoi les Cassandres... C'est dur, Fabrice. Pourquoi les Cassandres... T'es payé pour faire ça ou pas? Pas du tout. En plus. Pourquoi donc les Cassandres du libéralisme hurlent à chaque fois à la faillite, à chaque fois qu'on essaye de s'attaquer à la question de la réduction du temps de travail? C'est bien que ça compte pour la perpétuation de ce système capitaliste. Alors, je trouve que c'est absolument hyper intéressant ce qu'on te raconte, mais je trouve aussi que ça commence à être long, donc je vais dire deux choses assez rapidement. Et je sais que votre capacité d'attention, comme tous les êtres humains, se limite au maximum. Parce que vous aimez parler et qu'on vous écoute. Ouais, c'est ça. Se limite à 45 minutes. Vous savez qu'il y a un joueur de foot comme ça qui avait remarqué que les buts, que les défenses se relâchaient à la fin de la première mi-temps et au début de la deuxième. Et donc, il s'économisait le reste du temps et il mettait des buts comme ça. Je vais dire deux choses qui ne sont pas liées, mais deux idées importantes. Et il y a un mot qui a été prononcé par Nicolas que je trouve extrêmement juste, qui est ce mot du contrôle. Et effectivement, le grand malaise démocratique qui saisit les pays riches depuis plusieurs décennies, c'est la perte du contrôle. Aujourd'hui, il y a une nostalgie très forte du général de Gaulle, qui est assez drôle pour moi qui suis l'enfant de 68 arts,
Donc le général de Gaulle, c'est quand même un moment où il y a un ministre de l'information. D'accord ? C'est-à-dire que le journal télévisé, c'est le pouvoir vous parle. Enfin, je vous renvoie aux affiches de mai 68. C'est dire le niveau de désespoir où nous sommes tous, d'avoir une nostalgie du général de Gaulle quand on pense à l'ordre moral qui régnait, et notamment la place des femmes dans la société avant 1968. Mais cette nostalgie, c'est parce qu'à ce moment-là, le pouvoir politique maîtrise l'économie. C'est ça que nous avons perdu. C'est qu'à ce moment-là, pour des raisons en fait d'abord technologiques, le général de Gaulle, le ministre de l'économie, maîtrise l'économie de la France. Il y a un très vaste secteur public, les nationalisations de 1945. Je ne vais pas refaire tout l'historique, c'est ça que nous avons perdu aujourd'hui. Et ce que je pense vraiment, comme économiste, comme enseignant, c'est que le drame, c'est qu'aujourd'hui, on l'a très bien vu, par exemple, la crise énergétique du détroit d'Ormuz, si moi je suis président de la République, si je suis Premier ministre, si je suis ministre de l'économie, je n'ai pas de pouvoir sur Total. Je ne l'ai pas. Par contre, Total a du pouvoir sur moi. Est-ce qu'on peut regagner ce pouvoir sur Total ? C'est vraiment une question difficile. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une question que je me pose. Donc, ce que je veux dire par là, et là où la situation économique de la France est vraiment inquiétante, c'est que si on mettait des petits drapeaux sur les pays d'où viennent les choses qui sont dans cette salle, très peu de choses ont été faites en France. D'accord ? Nos habits, nos meubles, mes lunettes, etc., ça vient de l'étranger. Nous avons un énorme déficit commercial qui ne se voit pas, et là je vais perdre tout le monde, parce que nous n'avons plus de taux de change, parce que nous n'avons plus notre monnaie nationale. Donc le déficit commercial, encore les vieilles personnes s'en rappellent, quand moi j'étais jeune, dans les années 70, 80, on parlait tout le temps du déficit commercial de la France parce qu'il y avait le franc. Et donc ce déficit commercial se voyait parce qu'il affectait les taux de change. Et ce n'est pas du tout théorique parce que ça crée de l'inflation. Donc les gens voyaient quand le franc baissait, votre pouvoir d'achat baissait. Aujourd'hui, nous avons l'euro et il se trouve que la zone euro, elle est excédentaire. Et donc ce signal, et là je sais que c'est absolument passionnant, vous en parlez souvent en famille, ce signal du taux de change a disparu. Donc vous ne le voyez pas. Mais la réalité, et qui est évidente quand on y pense, qu'est-ce qui s'est passé en France depuis le tournant, à mon avis, catastrophique du traité de Maastricht ? C'est que nos dirigeants se sont dit, on va se mettre en concurrence libre et totale, liberté totale de circulation des capitaux, capacité à délocaliser une usine en Pologne d'un claquement de doigts. On va se mettre en concurrence libre et totale avec des pays dont nous savons tous que leur modèle social est très inférieur au nôtre. Ce qui veut dire de façon très simple pour les capitalistes que le coût du travail est beaucoup plus élevé en France qu'ailleurs. Où est-ce que vous allez créer votre usine ? Pas en France. L'industrie automobile, qui était très largement excédentaire en France, est aujourd'hui très largement déficitaire. Le cœur de l'automobile européenne aujourd'hui est en Roumanie, en Slovaquie. Et donc, en fait, la difficulté qu'on a, c'est que nous avons aujourd'hui, je l'exprime dans tout un tas de séries de vidéos sur YouTube, toutes plus déprimantes les unes que les autres, notre économie est en train de s'effondrer en réalité. D'accord ? Mais nous ne le voyons pas du fait de la protection de l'euro et du fait du déficit public qui soutient notre économie. Mais la base productive de la France diminue chaque jour. Le nombre de faillites ne cesse d'augmenter depuis 18 mois. Vous êtes bien là, hein ? Vous passez un bon moment ? Voilà. Donc ça, c'est une réalité qui va avoir de plus en plus d'effets. C'est une des causes, par exemple, de la baisse du niveau de vie des fonctionnaires. L'État ne peut plus. Aujourd'hui, il faudrait payer les enseignants. Je vais sur BFM Business gratuitement, vous voyez à quel point j'en suis dans ma vie. Je discute avec des patrons, etc. Ils ne le disent pas en plateau, mais dans les couloirs, ils me disent tous qu'il faut augmenter les enseignants. Mais ça n'est pas possible. Ça n'est largement pas possible. Vous avez demain Jean-Luc Mélenchon ou n'importe quelle personne de gauche qui est président de la République, ça n'est pas du tout possible d'augmenter les enseignants. Mais pourquoi ce ne serait pas possible ? Parce que nous avons déjà un déficit public qui est colossal. Et que, par exemple, cette année 2026, les intérêts de la dette vont être de 65 milliards d'euros. C'est beaucoup plus déjà que le budget de l'éducation nationale.
Mais on peut financer ce genre de mesures. Non, absolument pas. Il faut peut-être penser à prendre l'argent où il se trouve, à taxer les riches, par exemple. On peut taxer les riches, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vraiment, je suis vraiment convaincu, et je le regrette totalement. Ma vie serait beaucoup plus confortable si je pensais que c'est possible. Je pense que dans le système économique actuel, c'est tout à fait impossible. Et c'est pour ça que l'état actuel de ma réflexion, c'est de retrouver du pouvoir national sur l'économie, c'est-à-dire de mettre des taux de change aux frontières de la France, ce qui est impossible dans le droit de l'Union européenne, et donc ce qui aboutit à souhaiter une sortie de l'Union européenne. Voilà, ça c'est l'état de ma réflexion aujourd'hui. Et comme j'ai été beaucoup trop long, pardon, une proposition par contre beaucoup plus consensuelle, et c'était là-dessus que j'étais parti, et après je suis parti dans tout un tas de directions, n'importe quoi, c'est qu'effectivement le partage du pouvoir dans les entreprises, c'est vraiment une mesure dont je regrette qu'elle ne soit pas portée par la bourgeoisie social-démocrate, parce que là, effectivement, on a plein d'études qui montrent que ça a des effets majeurs sur le bien-être des salariés, que même pour les amis capitalistes, ça a des effets positifs sur la productivité, parce que je rejoins entièrement tout ce qui a été dit avant. En fait, pour être provocateur, la semaine de 20 heures, il y a plein de gens qui aimeraient bien déjà travailler 30 heures, et plein de gens qui aimeraient déjà bien travailler, notamment mes anciennes étudiantes et étudiants qui galèrent avec l'arrivée de l'IA qui détruit énormément d'emplois, etc. Donc c'est vrai que... Ouais, non, mais la question de la quantité de travail, je pense que la question de la baisse du temps de travail est géniale d'un point de vue politique, mais aujourd'hui, en fait, là où le monde du travail a tellement changé, que dans plein de boulots, en fait, on maîtrise beaucoup plus son temps de travail. On a accès au temps partiel, on a accès à beaucoup de choses qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans. Donc en fait, la difficulté quand on discute là pour de vrai dans les familles, c'est quoi ? C'est que le salaire est trop bas, c'est que le niveau de vie baisse, ou c'est qu'on n'a pas accès à l'emploi. Et en fait, pourquoi on n'a pas accès à l'emploi ? Et je suis désolé de cette très mauvaise nouvelle, et vous n'avez rien demandé, vous êtes venu là gentiment et tout ça, mais ça vraiment, j'en suis convaincu, c'est ce que j'explique dans les différents bouquins que j'ai écrits l'année dernière, c'est que vraiment, l'économie française est extrêmement mal barrée, parce que nous avons face à nous, voilà, un pays comme la Pologne, où il y a 5% de croissance par an, pour une raison très simple, parce qu'en fait, nous sommes le même pays que la Pologne, mais vous ne le savez pas parce qu'on ne vous l'a pas appris à l'école, et que il y a des booms économiques, il y a eu l'Irlande avant, il y a des booms économiques dans des pays européens qui sont à nos frontières, parce que ces gens-là pratiquent des taux d'imposition beaucoup plus faibles que les nôtres, parce que le coût du travail est beaucoup plus faible que chez nous, et que donc les capitalistes du monde entier, y compris français, c'est là qu'ils construisent leurs usines. Voilà, ça c'est un fait qui est quand même massif, et qui a forcément... Pour l'instant, on n'en a pas eu, mais dont je ne vois pas comment ça pourrait ne pas avoir des conséquences majeures sur nos vies, sur nos revenus, sur l'avenir de notre modèle social. En tout cas, je ne suis pas sûr que ta position sur le financement des services publics soit consensuelle chez les économistes. On pourra en reparler. Nicolas, il y a une multiplication évidente des bullshit jobs, comme on dit. Il y a une multiplication des boulots très pénibles. Est-ce que, j'y reviens, j'insiste, est-ce que diminuer le temps de travail pour des métiers en particulier ne serait pas aussi ouvrir la possibilité à plus de gens de faire autre chose de leur vie que travailler, quand le travail n'est pas une passion? Et c'est une réalité pour de nombreux Français notamment. Bah oui, non mais revenons à la question de la réduction du temps de travail. Donc moi je redis, je suis pour, il n'y a pas de problème. T'inquiète pas, on va pas saboter la proposition. Merci. Je pense que carrément, faut le faire, il n'y a pas de doute. C'est intéressant que tu parles des bullshit jobs, c'est un angle d'entrée intéressant. Donc les bullshit jobs, c'est une notion théorisée par ce super anthropologue qui s'appelle David Graeber, regretté, qui c'est quelqu'un, je vous incite vraiment à lire son œuvre, il fait partie de cette tradition d'anthropologues anarchistes qui, en se basant sur les recherches les plus récentes en archéologie notamment, montre beaucoup que l'histoire de l'humanité qu'on nous propose, qui est en fait une histoire qui nous dit, voilà, bon, il y avait les chasseurs-cueilleurs qui lousaient complètement, ils ont fini par s'établir à faire de l'agriculture et surtout des États, et parce qu'ils ont fait des États et des empires, là c'est devenu intéressant. Bon, et toute cette tradition-là d'anarchistes, je pense, d'anthropologues, David Wengrow ou encore vous avez James C. Scott, ils remettent ça en question, preuve à l'appui, en nous montrant que non, toute une partie de l'humanité a d'abord cherché la liberté plutôt que la coercition.
Et donc, David Graeber, c'est un peu un poil à gratter, et il faisait cette remarque dans un article qu'il avait publié dans la revue britannique Strike, qui était une revue britannique anticapitaliste des années 2010, qui a vraiment inspiré Frustration Magazine à l'époque. Il disait, cet article s'intitulait « Sur le phénomène des bullshit jobs ». Donc là, il partait vraiment d'une hypothèse. Il disait, il y a de plus en plus d'administratifs, il y a de plus en plus de boulot, on ne sait pas à quoi ils servent, plus en plus de gens qui vous disent qu'ils n'aiment pas leur propre travail. Et là, vraiment, dans le secteur tertiaire et dans les cols blancs particulièrement. Et ensuite, il a reçu, suite à cet article, des centaines et des centaines de témoignages, et il en a fait un livre. Et ce qui est intéressant dans ces témoignages, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de gens qui ont des boulots tellement absurdes qu'en fait, sur leur temps de travail, ils font autre chose. Ça, c'est aussi un truc qui m'intéresse particulièrement, puisqu'en fait, donc pourquoi ils font autre chose? Déjà, pourquoi les bullshit jobs? On peut le rattacher à la structure du capitalisme, qui fait que, moi, ce que j'ai pu remarquer, alors moi, je dirais ces bullshit jobs, ils ne sont pas si bullshit parce qu'en fait, ils remplissent une fonction. Ils remplissent des fonctions de contrôle et ils remplissent des fonctions morales. Donc les fonctions de contrôle, c'est tout ce qui va être lié notamment aux activités dites de ressources humaines. Je vous en prie, n'utilisez pas cette expression dans la vie quotidienne, ni dans vos associations, ni dans vos partis politiques. Il n'y a pas pire expression, ressources humaines, il n'y a pas plus capitaliste que de dire ça. Dites le personnel, dites fonctionnement collectif, nous c'est comme ça que s'appelle le dossier partagé où on met nos fiches de paye, mais pas ressources humaines, et encore moins RH. Mais vous voyez, dans ces métiers-là, donc moi dans mon boulot, j'ai pu aller dans beaucoup de grosses entreprises, et là on voit beaucoup qu'il y a des départements entiers qui sont dédiés à contrôler le travail des autres, optimiser le travail des autres, commenter le travail des autres, plutôt que faire ce travail-là. Voilà, hein. Ce qui apparaît toujours comme injuste, c'est que finalement ces gens qui sont les contrôleurs, qui sont les commentateurs, qui sont les inspecteurs des travaux finis, qui réfléchissent à comment trouver de nouveaux processus pour ne plus travailler en silo. En plus, c'est des gens, ils ont 10 mots de vocabulaire littéralement, ils sortent toujours les mêmes théories. Moi, je peux vous assurer, je suis allé d'une entreprise à l'autre, tous les plans de réorganisation c'était les mêmes. J'avais l'impression qu'ils avaient pris le même PowerPoint et juste ils avaient changé les logos. Et figurez-vous que c'est vrai parce que ceux qui impulsent ça, c'est les cabinets de conseil. Et les cabinets de conseil, c'est des gens dont la fonction est d'avoir un très beau costume, d'avoir un foutu PowerPoint et de changer le logo d'une entreprise à l'autre et de trouver un slogan complètement bidon. Et donc tous ces gens-là, c'est beaucoup de masse salariale et en plus c'est une masse salariale très bien payée. Ah, vous n'aimez pas les consultants, je vois. Je vois le genre. Vous n'êtes pas pour optimiser votre travail. Bon, tous ces gens-là, tout ce gang des beaux parleurs, tout ce gang des inspecteurs des travaux finis, c'est des gens qui nous coûtent hyper cher, et c'est les gens qui sont au pouvoir, puisque littéralement tout le macronisme est constitué de cette tangence, quoi. Donc ces gens-là sont là, donc, je vous l'ai dit, pour contrôler le travail des autres, pour les placer en insécurité tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on soit mal au travail, c'est un plan. Moi, je ne pense pas du tout que le bien-être au travail, ce soit quelque chose qui soit revendiqué par les capitalistes, parce que certes, ça fait perdre de la productivité à court terme, mais avant tout, ça apporte de la stabilité. Et le capitalisme, depuis ses débuts, ce qu'il veut, c'est de la stabilité. Il ne veut pas de poudrière dans ses entreprises. Et donc, en fait, si vous avez des gens qui sont instables, qui sont insécurisés en permanence, qui ont mal au ventre, qui ne dorment pas la nuit, ce qui est la réalité du salariat français à l'heure actuelle, c'est des gens qui vont avoir beaucoup plus de mal à communiquer entre eux. Parce que quand on est très stressé, on a du mal à faire corps avec ses semblables, on est paranoïaque, on ne fait plus confiance à personne. Et ce salariat-là, c'est le salariat rêvé du patronat français. Et malheureusement, c'est le salariat actuel. Parce qu'ils payent des gens pour nous déstabiliser, pour nos insécurités, pour nous foutre des coups de pression, des coups de stress. Et ils appellent ça du management. Hein. C'est ça le management. C'est marrant, on dirait que vous avez déjà vécu des trucs comme ça, c'est bizarre. Bon, il y a des fortes probabilités pour que ça soit le cas, et si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé, ça remplit des dégâts, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir. Alors, on peut s'en sortir, et juste pour finir sur les bullshit jobs, il y a l'autre partie, c'est ceux qui apportent le supplément d'âme au capitalisme. C'est-à-dire que je vous ai dit, les bourgeois du 19e, ils étaient sans complexe, hein. Ils envoyaient la garde nationale tirer sur les ouvriers parce qu'ils considéraient que c'était de la vermine, et les ouvrières, etc. Ils étaient OK pour que les contremaîtres aient un droit de cuissage sur les ouvrières, ça a déclenché notamment les grandes grèves de Limoges. Bref, maintenant, on a une bourgeoisie qui se veut humaniste, qui se veut même écologiste. Et donc, pour ça, il faut de la main-d'œuvre, hein, parce que pour arriver à prouver ça, il faut être bien accroché. Hein. Donc, il y a tous les enfoirés que vous voyez sur les plateaux télé. Voilà, ça, c'est toute une main-d'œuvre qu'on pourrait tout à fait. Ça nous coûte aussi très cher. Hein, beaucoup de postes à supprimer. Et puis, vous avez au sein des entreprises tous ceux qui se font les RSE, donc pas moi, et tous les services communication, qui font des brochures internes, qui organisent des marathons, enfin, toutes ces choses-là qui servent à montrer que Nestlé est autre chose qu'un truc pour nous vendre de l'eau qui nous appartient et le déplacer en bouteille dans l'ensemble de l'humanité quand même. Hein. Donc,
je m'acharne sur Nestlé à dessein. Mais voilà, pour vous dire que ces métiers-là, bah, en fait, il y en aurait beaucoup à supprimer. Donc ça fait beaucoup de postes vacants, hein. Là vous voyez ce que je vous dis, ça n'aide pas à résoudre le problème du chômage, mais finalement c'est pas grave, puisqu'encore une fois le problème du chômage c'est aussi quelque chose qui a été construit par la bourgeoisie pour ne pas poser la question du travail, hein. Vous voyez, on nous dit, parce qu'effectivement le chômage pose de réels problèmes sociaux, mais toutes ces politiques qui sont faites au nom de la lutte contre le chômage nous empêchent de faire des politiques qui sont là pour le travail, pour bien vivre en fait, hein, tout simplement. Donc en fait, il faut réduire le temps de travail, il faut revenir sur la division du travail. Ça c'est aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est qu'en fait, ce qui rend le travail aussi ennuyeux, ce qui rend le travail aussi aliénant, c'est parce qu'on l'a divisé entre catégories sociales. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont penser votre travail et vous qui allez l'exécuter. Je ne vois pas quelque chose de plus absurde que ça, de plus déshumanisant, de plus insupportable que ça, hein. Ça aussi, hein, je pense que vous l'avez tous vécu. On reçoit des directives de gens qu'on ne connaît pas et qui ne connaissent pas ce qu'on fait. Et je vais vous dire d'ailleurs, quand vous connaissez ces gens, quand vous les fréquentez, parce que nous, on fait des entretiens avec toute la chaîne hiérarchique. Donc j'en ai rencontré des PDG et des DRH. Ce sont des gens qui mettent un point d'honneur à ne pas comprendre ce que font leurs salariés. Et quand on leur demandait, parce que nous, notre question de base, c'est qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Alors, plus vous vous élevez dans la hiérarchie sociale, plus la réponse à cette question est nébuleuse. Et ça m'amusait toujours énormément. C'est-à-dire que vous avez des managers, ils vous répondent « je manage ». Et donc en fait, quand je leur dis « non mais concrètement, qu'est-ce que vous foutez quoi ?» Enfin, je me demande. En fait, ils envoient des mails, ils mettent des coups de pression, ils font de la politique interne, ils font des déjeuners, etc. etc. Et d'ailleurs, un truc qu'il faut bien dégommer, c'est le mythe des patrons qui bossent énormément. Alors là, je vous dégomme ce mythe, j'en ai vu plein, ils bossent pas, ils foutent rien. Non mais parce que c'est important. Donc on va diminuer le temps de travail, on va réduire la répartition, la division du travail, c'est-à-dire que voilà, on a tous un cerveau, on a tous des capacités, donc on va s'occuper de comment on s'organise, on va le faire en collectif, on va le faire en bonne intelligence avec les autres, et évidemment qu'il y a une division technique du travail qu'il va falloir faire. Nous, à Frustration, quand on a commencé, on voulait que tout le monde sache tout faire. Bon, moi, je n'ai aucun talent en maquettage, de toute évidence. Au bout d'un moment, on a quand même des graphistes. Sauf que par contre, sur comment ils organisent leur travail, c'est eux qui décident. Et dans quel délai on se donne pour faire notre magazine papier annuel, grosse galère, et on le décide collectivement. Et je peux vous dire que ça marche très bien et que c'est beaucoup plus efficace que si on avait des foutus DRH qui nous disaient quoi faire. Et donc, vous réduisez la division du temps de travail. Et donc, par conséquent, vous payez tout le monde pareil. Je ne vois pas, en fait. Je ne vois même plus pourquoi on a des salaires différents. C'est toujours un truc qui m'a semblé complètement fou. Vous réduisez le temps de travail pour qu'on puisse tous occuper du travail, ceux qui peuvent, ceux qui veulent travailler, parce que là aussi, il faut détruire ce tabou qu'on aurait tous besoin de travailler dans la sphère productive, puisque comme j'ai dit tout à l'heure et comme on l'a dit, il y a beaucoup de travail aussi dans la sphère reproductive, hein, donc tout va bien, hein, tout le monde est occupé, tout le monde fait des trucs, et puis ceux qui veulent rien faire, c'est pas grave. Ouais. À partir de là, on a une bonne base, et ensuite la question, c'est celle de la faisabilité socio-économique de tout ça. Et là, je ne vais pas vous donner tout mon plan pour rééquilibrer le déficit de la France, mais vous inquiétez pas, j'en ai un. Et figurez-vous qu'il est plus à chercher du côté de la Commune de Paris que du général de Gaulle. Mais bon. Alors, on va parler de l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, vous le savez, c'est l'intelligence artificielle. Et les grands patrons, les technophiles nous disent et nous répètent que l'IA va booster la productivité. Mais dans la réalité, on sait très bien qu'il y aura une automatisation, le mot n'est pas facile à dire, une automatisation toujours plus poussée des tâches dans le but évidemment de tailler dans les effectifs ou d'intensifier les rythmes finalement de travail. Qu'est-ce que tu penses, Sama, de cette perspective de l'intelligence artificielle qui va toujours plus loin s'installe toujours plus loin dans notre pratique du travail? On ne peut pas la séparer de son coût écocidaire. Et donc, même si elle peut réduire le temps de travail, d'ailleurs, qui va commencer par réduire le temps de travail des cadres intellectuels d'abord,
et même si elle peut sembler être quelque chose qui va fournir du bien-être, donc si vous voulez, dans les études que nous avons aujourd'hui, ça mène plus à un phénomène qu'on appelle brain fry. Pourquoi ? Parce que la vitesse avec laquelle le traitement de l'intelligence artificielle nous parvient, il dépasse les capacités cognitives de traitement de l'information. Et ça nous donne d'ailleurs une illusion de compréhension et une illusion c'est un peu, voilà, vous lisez un texte qui est bien écrit, vous pensez avoir compris, en fait, vous n'avez pas compris. Donc on va pas pouvoir aller plus vite que notre physiologie. Donc, d'abord, sur la question de la santé mentale, ça ne tient pas. Et parler de l'IA sans parler qu'elle ne touche pas que le milieu de travail, l'IA, c'est une catastrophe écocidaire et extractiviste, et qui touche aussi à la division raciale du travail, celle que tu as citée. Mais si je peux me permettre, comme je suis influençable, donc je parle après Nicolas, donc aussi j'ai 2 arguments en faveur de la diminution du temps de travail, et qui touchent à la question de l'IA. D'ailleurs, je me suis approchée de vous, donc je vais à droite. non. Donc, du coup, la première question, c'est déjà, le travail lui-même est bon pour le cerveau. Ça va vous paraître un peu contre-intuitif. Vous voyez un bébé qui est en train de transvaser de l'eau d'un verre à l'autre, il bosse, il est à fond. Sauf que son travail n'enrichit pas quelqu'un. Voilà. Ça, je veux dire que c'est bien aussi qu'on précise de quel travail on veut réduire. Voilà. Je pense, comme on est dans cet endroit, on parle d'écologie. Il y a aussi une politique de sobriété temporelle qui doit être prise en compte dans nos discours. C'est-à-dire que quand je ne travaille pas pour que quelqu'un s'enrichisse, j'ai le temps de préparer mon plat. J'ai le temps de faire tout ce que nous faisons en surconsommant parce qu'on n'a plus le temps. Donc c'est là où ça touche à la question de l'écologie. Ça veut dire, en fait, on n'a pas d'autre choix que d'être sobre dans ce qui occupe notre temps. Et je rappelle que l'écologie populaire s'inscrit dans ce sillon, parce que quand on cuisine ce qu'on mange, on ne fait pas du croustille poulet. Les classes populaires mangent mieux, ils n'ont rien à apprendre des bobos, ils n'ont juste pas le temps de le faire. Vous voyez ? Donc la cuisine populaire, c'est une cuisine saine, qui est beaucoup plus antispéciste, parce qu'elle est faite de graines, enfin désolé, je parle dans les détails, mais il y a aussi une philosophie qui doit accompagner nos discours, qui est celle de on peut continuer à travailler, mais cette fois on le fait pour soi, mais aussi on le fait pour les autres espèces et pour les autres communautés. Donc il y a aussi une question de politique de sobriété temporelle. On va pouvoir réparer ce que nous cassons, on va pouvoir prendre le temps de se soigner et donc finalement d'être avec un rapport décolonial au monde. Ça, c'est la première question. Et si vous voyez, l'IA, elle est à l'opposé de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que c'est une course vers la vitesse. Et donc, en fait, quand je veux récupérer, quand je fais 20 ans de travail par semaine, qu'est-ce que je ferai quand je n'ai plus ce temps ? Il faut aussi qu'on se dise par quoi on le remplace. Si on le remplace, d'ailleurs, on a beaucoup d'exemples autour de nous de gens qui se sont enrichis grâce à la tech et qui deviennent des grands pollueurs, parce qu'ils ne travaillent pas, justement, ils ont le temps de polluer, ils ont le temps de consommer, ils ont le temps de faire le tour du monde, ils ont le temps de prendre les avions. En fait, finalement, par quoi on remplace ? Et moi, ça m'inquiète de me dire, si tout le monde travaille moins, est-ce qu'on aura plus le temps de consommer ? Parce que si on ne la lie pas à la question écologique, c'est très dangereux de ne pas penser le travail sans penser à la question écologique et sans penser aussi la question de l'infrastructure démocratique que ça permet de ne pas être dans un travail productif. Parce que qu'est-ce qui doit soutenir la démocratie ? C'est le temps que nous prenons à discerner, à lire, à rencontrer les autres, à imaginer. N'est-ce pas ? En fait, c'est ça le problème de la démocratie. C'est que nous n'avons pas le temps de comprendre qu'est-ce que nous avons comme choix. Et quand Nicolas, tu dis « moi j'ai un plan », en fait, on est paumé entre toi et Gilles, parce qu'en fait, il faut qu'on ait le temps
de nous former sur ces questions. La démocratie, sans qu'on ait le temps de discerner, d'ailleurs, qui utilise exactement les mêmes circuits du cerveau qu'on utilise dans une entreprise. C'est-à-dire on a besoin d'avoir un raisonnement abstrait, on a besoin d'avoir une résolution de problèmes, de génération d'hypothèses, d'estimation cognitive. Tous ces circuits que nous utilisons pour faire des maths, ce sont les mêmes pour faire des choix politiques qui nous concernent. Donc c'est en ça aussi que les deux questions doivent être liées à qu'est-ce qu'il y aurait comme alternative au travail. Parce que si vous lâchez les gens, ils vont passer du temps à dire qu'est-ce que je fais de ce temps vide. Et la première proposition qui nous arrivera par défaut, c'est la consommation. Très bien. Gilles, comment... Alors Gilles Raveau, justement, sur la question de l'intelligence artificielle, comment on va pouvoir empêcher les gains de productivité, ces gains de productivité massifs, finalement permis par l'intelligence artificielle, empêcher qu'ils ne profitent qu'aux super riches, empêcher que ce soit les actionnaires qui en tirent profit finalement. Et quand même, au lieu d'être, on va dire, convertis de force en diminution du temps de travail pour l'ensemble des salariés. Déjà, moi, ce que j'ai envie de vous dire à la REF, c'est que si vous n'avez pas utilisé l'IA, il n'y aurait pas eu l'erreur qui a été faite expert RSE. Donc, il faudrait peut-être... Je voulais rassurer Nicolas, en fait, ça veut dire expert révolution sociale écologique. Hein, c'est ça que ça veut dire. Alors, je n'ai pas envie de m'entendre parler sur l'IA, parce qu'évidemment, c'est catastrophe, mais anthropologique. Donc, j'ai aucune espèce d'expertise. Moi, j'utilise un téléphone dit intelligent. Je me présente sur les réseaux sociaux. Je ne m'habituerai jamais. J'ai fait mes études papier-crayon. Je n'avais même pas d'ordinateur portable quand j'ai passé l'agrégation du secondaire. Rendez-moi ce monde. Hein. Rendez-moi ce monde, je vous en supplie. Je ne crois pas que ça va être possible. Quand on voit les concepteurs, vous avez quand même des pétitions, hein, des concepteurs de l'intelligence artificielle qui nous disent on va détruire l'humanité, arrêtez-nous. Ce texte existe. Hein. Donc là, je pense que tout est dit. Si vous voulez, on n'a pas d'histoire de productivité et tout, c'est que bon, c'est une espèce de cataclysme certain, prévu, de plus en plus fort. On a plein d'articles aujourd'hui sur des villes, des États aux États-Unis où les gens protestent parce qu'il y a des rationnements d'eau à cause de l'eau qui est utilisée dans les méga-usines liées à l'intelligence artificielle. En plus, c'est un problème de vocabulaire, parce qu'en fait, évidemment, on ne traduit pas, on transcrit de l'anglais, sauf que intelligence, ça ne veut pas dire intelligence. Hein. C'est le I qu'il y a dans CIA, par exemple, c'est renseignement. D'accord ? Donc, en fait, on ne sait même pas comment l'appeler. Enfin, bon. Donc, c'est un peu la fin du monde. Donc, voilà, je pense qu'on peut arrêter sur ce sujet. Est-ce qu'on peut avoir des lectures... Je vais juste terminer avec des lectures... ce que tu as cité, ça, c'est un des plus grands livres que j'ai lus de ma vie. Effectivement, c'est Richard Wilkinson et Kate Pickett, qui sont effectivement deux médecins et qui ont articulé les résultats de la psychologie, de la sociologie, de l'économie. Et ils ont fait un livre tous les deux fabuleux qui s'appelle « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous ». Et c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'ils expliquent que, notamment dans les pays les plus inégalitaires, il y a un stress énorme des classes dirigeantes, parce que si vous chutez, vous perdez tout, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, si vous perdez votre emploi, d'accord, vous perdez votre assurance santé. Et en général, vous perdez votre maison. Hein, c'est ce qu'on voit dans tous les films, parce qu'il n'y a pas la sécurité sociale. Hein, la santé aux États-Unis, et vous passez par l'assurance de l'entreprise. Si votre entreprise fait faillite, et en plus, c'est arrivé dans plein de cas, si vous avez des actions de votre entreprise dans votre plan de retraite, si l'entreprise fait faillite, vous perdez aussi votre retraite de façon irrémédiable. D'accord ? Donc, et les gens le savent. Et donc, ça se traduit par un stress énorme des personnes dominantes, qui se traduit notamment par, tu l'as très bien dit, c'est génial, effectivement, il montre que le type de maladie est corrélé à votre place dans la hiérarchie sociale, et donc ça se traduit par des maladies cardiovasculaires, etc. Et on connaît la déformation, une des plus grandes critiques qu'on peut faire du capitalisme, c'est la déformation des corps des classes populaires aux États-Unis. Quand on va aux États-Unis, la chose qui est la plus dingue, c'est effectivement l'obésité quasiment... extrême de certains corps, l'espérance de vie qui chute, enfin voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec mes collègues économistes qui continuent
ne serait-ce qu'à nous comparer aux États-Unis, quel que soit le sujet, et puis qui osent nous dire que ça, c'est mieux aux États-Unis, alors qu'effectivement, on a un pays où voilà, l'espérance de vie baisse. Bon, c'est complètement fou. Donc, une lecture, c'est Wilkinson et Pickett, parce qu'ils font le lien entre les modèles éducatifs de la prime enfance et ils montrent la supériorité de la coopération sur la compétition. Là aussi, on est piégé. Hein. Le terme de concurrence n'est pas du tout assez fort en français. Il faudrait dire compétition. Hein. Étymologiquement, la concurrence, c'est ce qui va ensemble. D'accord ? C'est le fait, quand on dit on concourt à quelque chose, c'est le fait qu'on se réunit au même endroit. D'accord ? Si on disait le mot compétition, on comprendrait mieux. Donc, vous voyez, à force d'importer des mots anglais sans les traduire, ça pose des problèmes. Donc, première lecture, Wilkinson et Pickett. Et une autre, c'est Thomas Coutreau, qui a fait un article que vous trouvez gratuitement sur Internet, qui s'appelle « Le bras long du travail », où il a fait aussi un document de travail qu'il a fait pour le ministère du Travail. C'est un sociologue à la retraite maintenant, qui a fait toute sa carrière dans l'Institut statistique du ministère du Travail. Et il montre le lien entre l'absence de contrôle dans son travail et la fuite démocratique. C'est-à-dire qu'il montre que les gens qui, effectivement, comme ça a été parfaitement dit, comme tu l'as observé dans plein d'endroits, à qui on ne demande pas leur avis, qui, comme tu l'as dit, doivent respecter des consignes absurdes et donc mal faire leur travail alors qu'eux-mêmes savent mieux comment faire, etc. Tous ces gens-là, de façon massive, leur premier comportement, c'est qu'ils s'abstiennent. Et donc ça, c'est effroyable aux élections. C'est-à-dire que, comme on les disqualifie dans ce à quoi ils passent leur journée, dans ceux dont ils sont les expertes et les experts, qu'on leur dit, en fait, tu ne sais pas faire ton travail, alors qu'ils savent faire leur travail, ou on leur fait faire mal faire leur travail, ils se disent, vraiment, je n'ai aucune valeur, je n'ai rien à dire, et donc, je vais, et ça c'est un résultat très classique de la sociologie du travail croisée avec la sociologie politique, je vais m'éliminer quand on va me demander mon avis sur des sujets où je ne suis pas expert. C'est-à-dire qu'aux élections présidentielles, eh ben, je dois voter sur la position de la France par rapport à la Russie, sur la dette publique, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur l'écologie, mais je ne suis pas expert. Et comme là où je suis expert, on me dit « ta gueule », eh ben, je ne vais pas voter. Ou alors, de façon secondaire, ces gens-là vont voter pour l'extrême droite. Donc en fait, la crise du travail, et effectivement tous les travaux, donc les tiens et ceux aussi par exemple de Dominique Méda ou de Thomas Coutreau, on a en plus une crise du travail singulière en France, c'est qu'effectivement parmi les pays riches, on est le pays où les relations de travail sont les plus mauvaises, où la défiance entre supérieurs et subordonnés est la plus élevée, où la défiance entre collègues est la plus élevée. Il y a plein d'enquêtes internationales extrêmement bien faites, et la France, on est vraiment un pays aberrant par rapport à l'ensemble des pays riches. Donc il y a une crise française du travail. Donc si vous êtes de droite, vous dites c'est la faute de la CGT, et si vous êtes de gauche, vous dites c'est la faute des patrons, et dans les deux cas, on est très bien avancé. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ma proposition consensuelle, qui n'est pas consensuelle ici, évidemment, c'est, je souhaiterais, mon vœu pieux pour le Père Noël, c'est que cette idée du partage du travail dans les entreprises soit portée par des forces politiques, voilà, plus ou moins dans ce qu'on pourrait appeler, enfin on est perdu à tout point de vue, dans le centre, parce que je pense qu'effectivement, ça aurait des effets très importants sur le bien-être des gens et aussi le bien-être de la démocratie. En tout cas, c'est ce que j'en ai retiré de Thomas Coutreau. Nicolas, est-ce qu'en fin de compte, on n'est pas en train d'ergoter sur un monde qui est déjà révolu sans qu'on ne le sache? Est-ce que le technosolutionnisme des libertariens, finalement, ne va pas faire basculer le monde du travail dans l'inconnu? Et que faut-il attendre justement de cet inconnu? Si tu as des pistes de réflexion à nous apporter. Moi, je crois que ça fait partie d'une des stratégies de guerre psychologique du capitalisme, des partisans du capitalisme. Donc, je vous ai dit, ils nous font des coups de pression au travail. Dans les entreprises, ils n'arrêtent pas de réorganiser. Pas parce que ça sert à quelque chose, mais parce que c'est important de déstabiliser régulièrement les gens. Ils appellent ça les faire sortir de leur zone de confort. Ça veut dire les mettre sous stress et obtenir une meilleure coercition. Moi, je crois que c'est un peu pareil au niveau de la société dans son ensemble. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas des évolutions technologiques inquiétantes. Je vais vous parler de l'IA juste après. Moi aussi, je suis consterné. Par contre, je crois qu'il y a un discours permanent de la part des idéologues du capitalisme qui nous dit « tout a changé, on a changé de paradigme. Vous voyez, on ne vit plus dans le même monde. Tout a disparu. Ce n'est plus les mêmes luttes, ce n'est plus les mêmes classes sociales. D'ailleurs, il n'y a même plus de classe sociale.
Maintenant, c'est... vous voyez, pendant longtemps, voilà, je me méfie de ça. Il y a une personne, quelqu'un dont il faut absolument se méfier, évidemment, c'est François Hollande. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce pauvre type. Il était président de la République. Et je pèse mes mots. Hein, c'est vraiment une des personnalités les plus médiocres qu'on ait jamais eu au pouvoir. Mais... c'était gratuit en même temps, non, vous voyez. François Hollande, en 2012, lors du meeting du Bourget, dont l'ensemble de la presse nous disait que c'était son tournant à gauche, avait dit cette phrase « on ne peut plus pro-capitaliste » dans le fond. Il avait dit « mon ennemi n'a pas de visage, il n'a pas d'adresse, nanana, mais il gouverne, mon ennemi c'est le monde de la finance ». Et vous voyez cette phrase que Libération avait trouvée méga de gauche, mais c'est Libération. Mais en fait, c'était vraiment une phrase qui invisibilisait complètement le grand patronat et la grande bourgeoisie française. Et la grande bourgeoisie française, c'est pas simplement en plus la grande bourgeoisie française, c'est-à-dire que la grande bourgeoisie française, c'est une bourgeoisie coloniale. Donc en plus, elle règne sur de nombreux peuples du monde. Total Energy, c'est pas simplement quelqu'un qui nous nuit à nous. Et d'ailleurs, il nuit plus à d'autres pays, notamment en Afrique, qu'à nous. Donc en fait, la grande bourgeoisie française, c'est des gens qui ont un nom, une adresse, un visage, que vous pouvez trouver d'ailleurs chaque été dans le challenge classement des 500 plus grandes fortunes. Et vous voyez, cette histoire de visage, c'est très important, parce que là, vous remarquerez que le challenge de cette année a une couverture particulièrement moche. On sent que ça a été monté n'importe comment. C'est sur fond rouge, il y a juste l'écriture. Alors d'habitude, il y a une belle couverture en papier glacé avec des photos de riches dessus. Et en fait, pourquoi il n'y a plus de photos de riches dessus? Parce que Bernard Arnault, qui a racheté Challenge l'année dernière, en a marre, qui est tout le temps sa tronche sur la couverture du challenge, parce que c'est tout en lui l'homme le plus riche de France et un des hommes les plus riches du monde. Du coup, il a dit, vous m'enlevez ma tronche. Alors pourquoi il veut qu'on enlève sa tronche? Parce que peut-être qu'il ne veut pas qu'on la voie et qu'on se rappelle en permanence de qui est cette personne qui gouverne réellement le pays avec ses semblables. Et donc, cette phrase de François Hollande, et je vais reboucler, hein, t'inquiète pas, en fait, cette phrase de François Hollande venait dissimuler le fonctionnement de la lutte des classes. Et ça, les idéologues bourgeois, et François Hollande c'est un idéologue bourgeois, ils adorent faire ça, ils ont toujours besoin de nous faire perdre nos repères. Et donc pour ça, ils ont besoin d'inventer en permanence qu'il y a eu changement de paradigme. Et donc effectivement, dans les années 2010, ce qu'on nous disait beaucoup, c'est plus le capitalisme, c'est la finance. Et la finance, c'est quoi? C'est des flux abstraits. On est gouverné par des flux, vous voyez. Et d'ailleurs, les gens adoraient nous dire, vous prenez d'assaut la bourse de Paris, en fait, il n'y a plus grand-chose dedans, parce que maintenant, c'est des ordinateurs et tout. Et effectivement, je ne pense pas qu'il faille prendre d'assaut la bourse de Paris. D'une façon générale, je pense toujours quand on prend d'assaut un bâtiment, on se retrouve dedans, on se sent bien bête. Voilà. C'est pour ça, souvent, je fantasme là-dessus, je me dis, une fois qu'on y est, qu'est-ce qu'on fait? Donc, mais pourquoi? Parce qu'effectivement, le capitalisme, c'est un rapport de classe, et les rapports de classe, ils s'incarnent dans de multiples endroits. Et pas simplement au palais de l'Élysée, pas simplement à la bourse de Paris. Mais vous voyez que cette espèce de façon qu'on a de toujours nous dire qu'on a changé de paradigme et que le pouvoir est ailleurs, c'est une façon de protéger le pouvoir qui, lui, est quasiment le même dans le cas de la France, dans le cas de l'Italie, dans le cas du Royaume-Uni encore plus. C'est-à-dire qu'on a des vieilles familles, des bonnes vieilles familles qui nous dirigent depuis des décennies. Et ces bonnes vieilles familles, elles aiment bien s'invisibiliser à nous. Et je pense que l'IA leur donne ce fantasme ultime de pouvoir disparaître totalement, tout en continuant de régner, tout en continuant d'accumuler, derrière des processus abstraits et derrière des circuits informatiques. Et je pense que ça, c'est un de leurs fantasmes. Et c'est très arrangeant pour eux qu'on pense que c'est le cas. Qu'on pense qu'on va être dirigé, comme dans Terminator, par un système informatique qui se serait rebellé. Et évidemment, je pense que ça serait vraiment emmerdant, mais vous inquiétez pas, je pense que la classe capitaliste mondiale compte bien garder la main. Donc il n'y aura pas d'ordinateur qui prendra le pouvoir. Par contre, il y aura les éternels enfoirés qui continueront d'exercer. Ce qui n'est pas beaucoup plus réjouissant, d'autant qu'ils sont quand même de plus en plus puissants. Mais donc c'est pour ça que je me méfie toujours avec les idées de révolution technologique, etc. Cependant, alors est-ce que l'IA est une catastrophe? Oui. Est-ce que l'IA va nous libérer du temps de travail? Non, parce que ça, le patronat, historiquement, dès que des technologies ont permis de rendre plus simple des tâches, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné plus de boulot, et ça a été ça à chaque fois. Et ça, c'est ça tout le temps dans tous les métiers, vous remarquerez. Moi, j'ai toujours été fasciné comment, quand vous avez fini votre travail, vous ne pouvez pas partir. Alors moi, dans le salariat, j'ai toujours trouvé ça fou. Moi, j'étais écoutez, j'ai fait le truc vite, maintenant, je ne vais pas me tourner les pouces, donc j'y vais. Ah non. Non, tu vas aller éplucher le truc de demain et tout. J'étais là, mais c'est infini, genre, on n'a jamais fini. C'est pareil avec l'IA, c'est-à-dire que les tâches qu'on va pouvoir accélérer éventuellement, vont être remplacés par d'autres. Donc moi, je ne crois pas du tout que ça va améliorer nos conditions de travail. Je pense qu'effectivement, ça crée de l'inconfort psychique, de l'inconfort linguistique. Là, l'inconfort linguistique, je le ressens très fort en ce moment. Et là, je vais vous citer un exemple
dans ma vie de co-rédacteur en chef. Donc à Frustration, maintenant on est quasi tous co-rédacteurs en chef, et on reçoit des articles. Et là, ça fait 1 an qu'on reçoit des articles avec du foutu ChatGPT dedans. Et je peux vous dire que ça a dégradé mes conditions de travail drastiquement. Moi-même, franchement, ça m'a foutu la déprime en juillet, parce que j'en ai eu 2 coups sur coup, de gens très bien, qui avaient mis de l'IA, sans doute pour gagner du temps. Parce que, voilà, du temps, on en manque, des gens qui veulent publier, qui ont envie vraiment, mais en fait, derrière, ils mettent de l'IA pour gagner du temps. Et l'IA produit exactement ce que tu décris, moi, je trouve. Et ce qui est un peu difficile, c'est qu'à la première lecture, tu te dis « Ah, ok, pas mal ». Et puis, il y a un malaise, quoi. On se dit « Mais cet article, cette formule, elle est… » Et puis, en fait, tu relis, tu es là « Mais c'est complètement bidon. Ça ne veut absolument rien dire. » Et moi, je crois, alors c'est pas de la mystique, mais moi, je crois que ce qui me fait vibrer dans mon travail, c'est de lire l'expression d'une sensibilité humaine, quoi. Moi, j'ai envie que les gens, ils écrivent avec leur tripes ou qu'ils parlent avec leur tripes, et c'est ça qui me fait triper, pour le coup. C'est ça que j'adore, et c'est là-dessus que j'ai envie de les aider à clarifier des choses, etc. Donc ça va être des témoignages, ça va être des trucs… Voilà, un bon article de Frustration, moi je dis toujours, c'est un article de… ça s'appelle Frustration, hein, donc vous imaginez comment ça s'écrit. Vous regardez les infos, vous subissez votre chef, vous avez vécu telle expérience, et puis au bout d'un moment, ça monte, et bam, il est temps d'écrire l'article. Et là, vous avez un truc qui est un premier jet, mal dégrossi, et ensuite tous ensemble, on va essayer de travailler pour que cette colère soit vraiment efficace, droite au but, et qu'elle inspire à d'autres le même mouvement. Bon, quand vous faites appel à ChatGPT pour traduire votre colère, ChatGPT, qui n'est pas une entité humaine, va le traduire différemment, et ça va foutre un seum, un malaise que j'arrive pas encore à nommer et que j'ai aussi retrouvé sur les affiches de brocante et de vide-grenier c'est pas qu'en Charente-Maritime que ça arrive apparemment, mais en Charente-Maritime, voilà, c'est l'année des affiches faites par IA. Pareil, les gens manquent de temps. On sait très bien que animer des fêtes de village, ça repose toujours sur les mêmes, que les gens ils en ont marre, qu'ils sont débordés, que la partie com c'est pas la plus facile selon le milieu où vous êtes, etc. Donc facile, vous demandez à ChatGPT. Et là on se retrouve avec des sortes de scènes de marché qu'on dirait qu'elles ont lieu genre dans le Wyoming, et avec des gens bizarres, qui sourient de façon bizarre. Et moi, je sais pas, ça me fait penser à ces jeux vidéo dystopiques, genre BioShock, où vous avez des sortes de sociétés un peu avec une esthétique années 50 bizarre, où tout le monde a le smile. Et ça me met mal. Et en fait, ce malaise, je pense que c'est le malaise de la déshumanisation. Et je finirai là-dessus. La déshumanisation, en fait, l'IA, j'ai envie de dire, c'est l'aboutissement d'un processus de déshumanisation qu'on a appris. Et notamment la déshumanisation, on l'a retrouvée dans le langage journalistique. C'est-à-dire que nous, parfois, on est là, les journalistes écrivent de façon tellement mal, tellement mécanique que finalement l'IA, c'est juste le prolongement de cette espèce de langue morte. Et puis c'est pareil, le langage administratif, pareil, c'est une langue morte. Les mails passifs-agressifs, c'est une langue morte. Pourquoi pas de les automatiser? Et qu'en fait, il y a une résignation face à l'IA, face au langage, parce que notre langage avait déjà été déshumanisé par le capitalisme. Ça, c'est une hypothèse que je vous propose. Voilà. Je vais juste, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, mais je dis aussi qu'il faut qu'on se méfie d'un rapport méritocrate à la création humaine. Ça veut dire que pour que je sois satisfaite par la production d'un texte ou d'un travail, je me méfie qu'on mette à côté de cette question de tripe la question de la sueur. C'est pour ça que je trouve que ChatGPT aujourd'hui fait des textes qui sont un peu désincarnés. Ça va peut-être finir par produire des textes qui reproduisent la sensibilité humaine. C'est pour ça que je pense que la vraie question, c'est une question de la condition avec laquelle l'IA nous arrive et pas sa capacité de créer, ou est-ce qu'elle va s'émouvoir ou pas. C'est vraiment le fait que c'est une technologie extractiviste, le fait que c'est une technologie liée à la technologie de la guerre. Il y a 10% de cibles détruites en Iran parce que d'erreurs, dont une école dans laquelle il y a eu plus que 200 fillettes mortes parce que l'IA l'a confondue avec une cible militaire. C'est ça les questions qu'il faut qu'on se pose par rapport à l'IA, et pas, même si je suis d'accord avec toi, quand mes élèves, et je leur dis écrivez-moi n'importe quoi, mais pas ça, mais je veux dire qu'il ne faut pas qu'on rentre dans quelque chose qui soit un peu de l'ordre de l'élitiste, que je veux voir un texte écrit humainement, écrit bien humainement. Déjà, tout le monde n'a pas ce privilège.
Et en plus, on peut aussi toucher à ce que je veux te voir bosser ce texte, plutôt que ça soit écrit. Donc si on déplace la question sur la question coloniale et écologique, je trouve qu'on aura une position par rapport à l'IA qui ne concerne pas la qualité de ce qu'elle fournit.